L'herbe est couchée. Éléonore de Sérisy s'arrête sur le sentier en revenant du village et voit ce que personne ne devrait voir, la preuve qu'elle n'a jamais été seule. Un sillon dans l'herbe creusé par des centaines de pas traverse son jardin jusqu'à l'angle exact d'où l'on aperçoit sa fenêtre. Elle s'agenouille et touche la terre compactée, lisse sous ses doigts tremblants. Quelqu'un a marché jusqu'ici chaque nuit pendant des mois pour regarder une lumière qu'elle allumait sans savoir qu'on la voyait. Elle lève les yeux vers la haie qui sépare sa propriété de celle du duc de Valcourt et comprend que l'homme qui l'a observé dans son deuil le plus intime, c'est quelque chose qu'elle ignore. Et ce qu'elle ressent n'est pas de la peur, c'est du vertige. L'aube d'octobre est froide. Les premières gelées ont blanchi les bordures du jardin. Éléonore reste immobile, accroupie sur le sentier, les doigts posés sur la terre marquée. Le sillon fait peut-être 50 mètres. Il part de la haie de buis qui marque la limite entre les deux propriétés et s'arrête sous le massif de rosiers, exactement à l'angle d'où l'on voit sa fenêtre du premier étage, celle où elle lit chaque soir, celle où la bougie brûle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle se relève lentement. Louvent secoue les branches. Une pétale tombe sur l'herbe aplatie. Éléonore suit la ligne du regard, reconstruisant mentalement le trajet. Pas un chemin tracé par hasard, pas une promenade. Un passage répété nuit après nuit avec la régularité d'un rituel. Elle connaît ce type de traces. Elle a vu les mêmes dans les vignes après les vendanges, là où les hommes empruntent toujours le même raccourci pour rentrer chez eux. Mais ce sentier ne mène nulle part. Il s'arrête sous sa fenêtre. Éléonore remonte vers la maison. Ses bottes écrasent les feuilles mortes. Elle ne court pas. Elle a appris à ne jamais courir depuis la mort de son père. Courir, c'est céder à la panique. Et elle a passé 8 mois à construire une discipline qui ressemble à de la force. Lever à 5 heures. Inspection de vigne. Comptabilité. Arrendataires. Correspondance. Dîner seul. Lecture jusqu'à minuit. Sommeil sans rêve. Elle entre par la porte de la cuisine. Madame Roux, la cuisinière, lève les yeux de la pâte qu'elle pétrit. Vous êtes pâle, mademoiselle. Éléonore pose son panier sur la table. Le froid. Rien de plus. Elle traverse le couloir jusqu'au petit salon. Les volets sont encore fermés. Elle les ouvre. La lumière d'octobre entre par vagues grises. Éléonore s'assoit dans le fauteuil près de la cheminée et regarde le jardin par la fenêtre du rez-de-chaussée. D'ici, on ne voit pas le sentier. Il faut être dehors pour le voir. Il faut regarder avec les yeux de quelqu'un qui cherche, ou de quelqu'un qui sait déjà. Elle ferme les paupières, respire, reconstruit les 8 derniers mois, depuis février, depuis la mort de son père. Gaspard de Sérisy, comte, propriétaire de 100 hectares de vignes et d'un nom qui remonte à 3 siècles. Mort d'une fièvre soudaine, avait dit le médecin. Le cœur affaibli, une faim paisible. Éléonore avait accepté ces mots parce qu'ils étaient simples et qu'elle n'avait plus la force de poser des questions. Elle avait organisé l'enterrement, reçu les condoléances, pris en charge la gestion de la propriété avec une compétence qui avait surpris les voisins. On lui avait dit qu'elle ressemblait à son père. Elle avait souri poliment et pensé que son père ne lui avait jamais appris à gérer une propriété. Elle avait appris seule en ouvrant les registres, en lisant les contrats, en marchant dans les vignes avec les hommes qui avaient travaillé pour Gaspard pendant 30 ans. Mais quelque chose n'allait pas. Elle l'avait senti dès les derniers mois de la vie de son père, ses yeux qui évitaient les siens, ses mains qui tremblaient quand il signait les papiers, sa voix qui sonnait faux quand il lui disait que tout allait bien. Elle avait remarqué. Elle n'avait rien dit, par respect. Par peur, par la lâcheté spécifique des enfants qui préfèrent ne pas savoir. Et maintenant, quelqu'un avait marché jusqu'à sa fenêtre chaque nuit pendant 8 mois. Éléonore ouvre les yeux, regarde le jardin, et comprend que la question n'est pas qui. Elle sait déjà. Il n'y a qu'une propriété qui touche la sienne de ce côté. Qu'un homme qui pourrait traverser là, et sans être vu. Aurélien de Valcourt. Doc, veuf, 35 ans, ami de son père. La question n'est pas qui. La question est pourquoi. Le chemin de bornage est étroit, prévu pour une personne. Éléonore le parcourt 3 jours plus tard en milieu de matinée pour inspecter le mur de pierre qui sépare les deux propriétés. Une partie s'est effondrée après les pluies de septembre. Elle a écrit au duc pour proposer de partager les frais de réparation. Il a répondu qu'il viendrait voir lui-même. Elle ne sait pas s'il sera là, aujourd'hui. Elle n'a pas précisé l'heure. Le passage entre les deux haies de buis est sombre. Les branches se rejoignent au-dessus du sentier. L'air sent l'humidité et la mousse. Éléonore avance lentement. Le sol est inégal, des racines à fleurs. Elle pose la main sur le mur pour garder l'équilibre. Une voix derrière elle. Attention à la pierre qui dépasse. 3 mètres devant vous. Éléonore s'arrête, se retourne. Aurélien de Valcourt se tient à l'entrée du passage, à contre-jour. Elle ne distingue pas son visage.
seulement la silhouette, large épaule, posture droite, la même qu'elle a vue dans le jardin depuis sa fenêtre obscure 3 nuits plus tôt. Elle ne dit rien. Attend. Il avance dans le passage. La lumière change. Elle voit son visage, très anguleux, mâchoire serrée, yeux gris qui ne scient pas. Vous connaissez bien ce chemin, dit-elle. Je l'ai parcouru souvent, de jour ou de nuit. Silence. Il s'arrête à 2 mètres, trop loin pour être intime, trop près pour être neutre. Les deux, dit-il enfin. Éléonore soutient son regard. Elle cherche quelque chose dans ses yeux, une hésitation, un aveu. Mais il ne détourne pas le regard. Il la regarde comme on regarde quelqu'un qu'on a déjà vu 100 fois, avec une familiarité qu'il ne devrait pas avoir. Le mur est plus loin, dit-elle. Elle se retourne et reprend sa marche, entend ses pas derrière elle. Régulier, assuré, comme quelqu'un qui connaît chaque pierre de ce passage, chaque racine, chaque creux dans le sol. Ils arrivent au mur effondré. Une section de 3 mètres s'est écroulée. Les pierres sont éparpillées dans l'herbe. Eleanor Esserkrupet, examine les blocks. La fondation est encore bonne, dit Aurélien. Il est à côté d'elle. Elle n'a pas entendu ses pas. Elle lève les yeux. Il regarde le mur avec une concentration qui ne correspond pas à l'enjeu, comme s'il cherchait quelque chose à dire pour remplir le silence. Vous êtes déjà venu ici, dit-elle. Ce n'est pas une question. Votre père m'avait montré ce mur l'année dernière. Il voulait le réparer avant l'hiver. Il ne l'a pas fait. Non. Éléonore se relève, essuie ses mains sur sa jupe. Pourquoi? Aurélien ne répond pas immédiatement. Il ramasse une pierre, la soupèse, la repose. Je ne sais pas, mais sa voix dit le contraire. Sa voix dit je sais exactement pourquoi, et je ne peux pas te le dire. Éléonore sent quelque chose se tendre dans sa poitrine, une intuition qui prend forme. Elle regarde cet homme qui connaît son jardin mieux qu'elle, qui a marché jusqu'à sa fenêtre chaque nuit, qui évite de répondre aux questions sur son père. Vous étiez proche de lui, dit-elle. Oui, il vous parlait. Parfois. De quoi? Aurélien lève enfin les yeux vers elle, et pour la première fois elle voit quelque chose craquer dans son visage. Une fatigue, un poids. De vous, dit-il. Louvent traverse Lou passage. Les feuilles bruissent. Éléonore ne bouge pas. Elle attend qu'il continue. Mais il ne continue pas. Il se détourne. Regarde le mur comme si c'était la chose la plus importante du monde. Je paierai ma moitié, dit-il. Envoyez-moi la facture. Il repart par le chemin sans attendre sa réponse. Éléonore reste immobile, regarde sa silhouette disparaître entre les haies, et comprend que cet homme porte quelque chose qu'il refuse de poser. Madame Dorval arrive sans prévenir. C'est sa manière. Éléonore la voit descendre de sa voiture dans la cour et sait immédiatement que cette visite n'est pas une visite de courtoisie. La veuve du notaire a 55 ans, dos droit, regard perçant, robe noire impeccable. Elle a enterré son mari 10 ans plus tôt et découvert qu'il lui avait laissé des dettes qu'elle a payées seule, sans que personne ne lui offre de mensonges pieux. Depuis, elle observe le monde avec la lucidité de ceux qui ont appris que la vérité ne vient jamais d'elle-même. Éléonore la reçoit dans le petit salon. Madame Roux apporte du thé. Madame Dorval attend que la cuisinière soit partie pour parler. « Tu as bonne mine, dit-elle. »« Merci. Ton père serait fier. » Eleanor Verslou ne répond pas. Elle connaît cette méthode. Madame Dorval commence toujours par un compliment, puis vient le reste. Les vignes se portent bien, oui. Et les arrendataires, aucun problème. Madame Dorval boit une gorgée, pose sa tasse, regarde Éléonore avec une intensité qui ressemble à de l'affection, mais qui est quelque chose de plus dur. Ton père avait changé les derniers mois. Tu ne l'as pas remarqué. Éléonore sent ses doigts se crisper sur l'anse de sa tasse. Il était fatigué, fatigué. Madame Dorval répète le mot comme si elle le soupçait, comme si elle cherchait à voir s'il tient debout. Il venait me voir parfois, dit-elle, au village. Nous prenions le café. Il parlait peu. Mais je voyais bien, vous voyez quoi, qu'il portait quelque chose. Silence. Le feu crépite dans la cheminée. Éléonore pose sa tasse, croise les mains sur ses genoux. S'il portait quelque chose, il ne m'en a pas parlé. Non, je suppose que non. Madame Dorval S.E. lève, marche jusqu'à la fenêtre. Regarde le jardin. Éléonore la voit de profil. Le visage dur, les lèvres serrées. Le laudanum, c'est curieux, dit Madame Dorval sans se retourner. Pardon. Le laudanum. Il disparaît des pharmacies sans que personne en ait besoin. Le pharmacien de Amboise me disait l'autre jour qu'il en vend de moins en moins. Les médecins préfèrent d'autres remèdes maintenant. Éléonore ne comprend pas où cette conversation mène, mais elle sent quelque chose se durcir dans son ventre. Mon père prenait du laudanum pour ses douleurs. Oui, je sais. Madame Dorval S.E. retourne. Regarde Éléonore avec une expression que la jeune femme ne parvient pas à déchiffrer. Mais ton père n'était pas malade, ma chère.
pas avant janvier. Éléonore se lève. Le médecin a dit ce qu'on lui a demandé de dire. Le silence qui suit a une texture épaisse. Oppressant. Éléonore sent son cœur battre trop vite. Elle veut poser une question mais ne sait pas laquelle. Madame Dorval s'approche, pose une main sur son bras. Je ne dis pas cela pour te faire du mal. Je te dis cela parce que tu mérites de savoir. Savoir quoi? Madame Dorval hésite. Pour la première fois depuis qu'Éléonore la connaît, la veuve semble chercher ses mots. Que ton père n'était pas l'homme que tu croyais. Personne ne l'est jamais. Elle prend son châle, se dirige vers la porte, s'arrête sur le seuil. Fais attention aux promenades nocturnes de certains voisins, dit-elle sans se retourner. Less gens parlant. Elle part. Éléonore reste immobile dans le salon, regarde le feu, et comprend que Madame Dorval sait, pas tout, mais assez pour poser des questions, assez pour laisser des indices, assez pour forcer Éléonore à chercher elle-même. Ce soir-là, Éléonore ne monte pas dans sa chambre à l'heure habituelle. Elle reste au rez-de-chaussée, éteint toutes les lumières, monte au premier étage dans l'obscurité, entre dans sa chambre sans allumer la bougie. Elle s'assoit près de la fenêtre, tire le rideau juste assez pour voir le jardin. La lune est pleine. L'herbe brille sous la lumière blanche. Le massif de rosiers projette une ombre noire. Éléonore attend. 10 heures. Rien. 10 heures et car le vent secoue les branches. Dixers vingt. Une silhouette traverse la haie. Éléonore retient son souffle. L'homme avance dans le jardin, pas vite, pas lentement, avec la régularité de quelqu'un qui a fait ce trajet 100 fois. Il s'arrête sous les rosiers, lève les yeux vers la fenêtre, vers elle. Éléonore recule instinctivement, mais la fenêtre est noire. Il ne peut pas la voir. Il regarde le verre obscur comme on regarde un miroir qui ne renvoie rien. Elle reconnaît la largeur des épaules, la posture, la façon dont il reste immobile avec une patience qui n'est pas de la surveillance mais de la veille. Aurélien. Il ne bouge pas pendant 20 minutes, ne fait rien. Regarde simplement la fenêtre éteinte avec une concentration qui ressemble à de la prière. Puis il repart, traverse le jardin, disparaît derrière la haie. Éléonore reste assise dans le noir, les mains tremblantes, le cœur battant. Elle a vu la forme du désir dans son immobilité, la forme de l'attente. Mais elle a vu autre chose aussi, quelque chose de plus profond. Une vigilance, une nécessité, comme un homme qui garde quelque chose qu'il ne peut pas perdre. La question qui la déchire n'est pas pourquoi me regardes-tu. La question est qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas. Les semaines suivantes, Éléonore observe. Elle ne cherche pas Aurélien. Elle ne l'évite pas non plus. Elle laisse les rencontres se produire. Au marché, sur le chemin de bornage, devant elle glisse. Chaque fois, elle note quelque chose. Ses mains tremblent le matin. Elle le voit à la façon dont il tient les rênes de son cheval. Un tremblement léger, mais constant, comme quelqu'un qui n'a pas dormi. Il connaît sa propriété mieux qu'elle. Quand ils inspectent ensemble le mur réparé, il mentionne un vieux chêne près du ruisseau qu'elle n'a jamais remarqué. Elle demande comment il le connaît. Il dit que son père le lui avait montré. Mais la façon dont il parle trahit une familiarité qui ne vient pas d'une seule visite. Il évite de regarder vers sa fenêtre quand ils sont ensemble, comme un homme qui protège un réflexe secret. Une fois, ils se tiennent dans le jardin près des rosiers. Éléonore voit son regard dériver vers le massif, puis se détourner brusquement, comme s'il avait failli révéler quelque chose. Un après-midi, il traverse le passage étroit entre les haies. Éléonore passe la première. Le chemin est si étroit que son bras frôle le sien. Elle sent la chaleur de son corps, l'odeur de terre et de vent, et elle réalise que cet homme a parcouru ce passage des centaines de fois dans le noir, qu'il en connaît chaque pierre, chaque racine, chaque tournant. Elle s'arrête, se retourne. Il est si proche qu'elle voit les cernes sous ses yeux. « Vous marchez ici souvent ?» dit-elle. « Oui. Pourquoi ?» Il ne répond pas immédiatement. Regarde le passage derrière, elle comme s'il cherchait une issue. « C'est le chemin le plus court, dit-il enfin, le plus court vers où ?» Silence. Il soutient son regard, et elle voit quelque chose céder dans ses yeux. Une fatigue, un abandon. Vers ce qui compte, dit-il. « I'll la contourne, continue essai marqué. » Éléonore reste immobile, sans son cœur battre contre ses côtes. Elle commence à comprendre que cet homme ne la surveille pas. Il la veille. Et qu'il y a une différence. Le dîner chez les Montfort est une affaire formelle. 20 invités. 3 services. Conversation polie sur les récoltes et la politique. Éléonore est assise entre Madame Dorval et un magistrat qu'elle ne connaît pas. Aurélien est en face, 3 places plus loin. Elle le voit de profil. Il parle peu. Répond poliment quand on lui adresse la parole. Mais elle sent son attention sur elle. Pas constante. Par vague,
comme quelqu'un qui surveille sans vouloir être vu. Madame Dorval parle des remèdes du docteur Favreau. Quelqu'un mentionne les vertus de l'écorce de saule. Une dame évoque les cataplasmes de moutarde. Éléonore entend sa propre voix dire « Mon père prenait du laudanum pour ses douleurs les derniers mois ». Le silence n'est pas complet. Les conversations continuent, mais elle voit Aurélien se figer. Pas un mouvement brusque, juste une immobilité soudaine, comme un homme qui vient de recevoir un coup et qui maintient sa posture par un effort de volonté. Elle le regarde. Il ne détourne pas les yeux, mais son visage a changé. La couleur a quitté ses joues, ses mâchoires se sont serrées, et elle voit dans cette fracture la confirmation de ce qu'elle suspectait depuis des semaines. Le laudanum n'est pas un mot neutre pour lui. C'est un mot qui porte le poids de ce qu'il sait. Le reste du dîner passe dans un brouillard. Éléonore répond aux questions, sourit aux plaisanteries. Mais elle ne pense qu'à une chose, le visage d'Aurélien quand elle a prononcé ce mot. Après le repas, les invités se dispersent dans le salon. Éléonore sort dans le couloir, respire, entend des pas derrière elle. Votre visage a changé quand j'ai dit laudanum. Aurélien s'arrête. Il est à 2 mètres, la lumière des candélabres projette des ombres sur son visage. Le laudanum est un mot triste. Votre père était malade. Mon père n'était pas malade. Aurélien, silence. Elle avance d'un pas. Il ne recule pas. Son médecin a dit ce que quelqu'un lui a demandé de dire. Aurélien ferme les yeux. Respire profondément. Quand il les rouvre, il la regarde avec une intensité qui la cloue sur place. Pas ici, pas ce soir. Alors quand vous serez prête à entendre quelque chose qui changera la façon dont vous vous souvenez de lui. Éléonore sent un frisson glacé descendre le long de sa colonne. Pas de la peur, pas de la colère, de la reconnaissance. La confirmation d'un doute qu'elle porte depuis 8 mois. Je suis prête, dit-elle. Aurélien secoue la tête. Non, vous ne l'êtes pas, mais vous le serez. Il repart vers le salon. Éléonore reste dans le couloir, les mains tremblantes, le souffle court, et elle sait que la prochaine conversation aura lieu dans le jardin, sur le sentier qu'il a creusé avec ses pas, à l'heure où il venait veiller, parce que la vérité mérite l'espace où elle a été gardée. Éléonore ne peut plus ignorer le silence. Il a une forme maintenant, une présence. Elle le sent dans chaque pièce de la maison, dans chaque conversation avec les voisins, dans chaque regard qu'Aurélien pose sur elle quand il croit qu'elle ne le voit pas. Elle décide d'ouvrir le bureau de son père. La porte est fermée depuis février. Personne n'y est entré, pas même Madame Roux pour faire le ménage. Éléonore a gardé la clé dans le tiroir de sa commode. Elle ne sait pas pourquoi elle a attendu si longtemps, ou peut-être qu'elle le sait. Ouvrir cette porte, c'est accepter que son père est mort, c'est accepter de voir ce qu'il a laissé derrière lui. Elle tourne la clé, pousse la porte. L'odeur de poussière et de papier ancien l'accueille. Les volets sont fermés. Elle les ouvre. La lumière d'octobre entre par vagues grises. Le bureau est en désordre. Pas le désordre d'un homme occupé. Le désordre d'un homme qui a cessé de faire semblant. Des registres ouverts. Des lettres non signées. Une bouteille d'encre renversée, séchée en croûte noire sur le bois. Éléonore s'assoit dans le fauteuil de son père. Ouvre les tiroirs. Trouve des factures impayées. Des lettres de créanciers, des relevés de banque qui montrent des retraits importants, des sommes qui ne correspondent à rien dans les comptes de la propriété. Elle ne trouve pas de preuves, mais elle trouve l'absence, la forme d'un homme qui se noyait et qui n'a dit à personne qu'il coulait. Elle reste assise jusqu'à ce que la lumière décline, regarde les papiers éparpillés et comprend que son père n'est pas mort de fièvre, il est mort de quelque chose qu'il ne pouvait pas dire. Cette nuit-là, Éléonore n'allume pas la bougie, elle reste dans le noir, assise près de la fenêtre. Attend, 10 heures. Aurélien traverse Lou Jordan, s'arrête sous les rosiers. Regarde la fenêtre obscure. Elle le voit hésiter. Pour la première fois depuis qu'elle l'observe, il ne reste pas immobile. Il fait un pas en avant, s'arrête, recule, comme un homme qui lutte contre quelque chose en lui, puis il repart. Éléonore ne dort pas cette nuit-là, ni la suivante, ni celle d'après. Chaque soir, elle éteint la bougie. Chaque soir, Aurélien vient, regarde la fenêtre noire et repart. Le 3e soir, elle descend, 3 heures du matin. Le jardin est plongé dans le noir. La lune est cachée derrière les nuages. Éléonore marche pieds nus dans l'herbe humide. Arrive au banc de pierre à mi-chemin du sentier. Aurélien est assis là, immobile, comme s'il attendait. Elle s'arrête à 2 mètres. Il lève les yeux, ne semble pas surpris. « Vous ne dormez plus » dit-elle. « Non. Depuis combien de temps? Depuis que vous avez éteint la lumière. » Éléonore avance, s'assoit à l'autre extrémité du banc, 1 mètre entre eux.
Le froid de la pierre traverse sa chemise de nuit. Silence. Les grillons. Le vent dans les feuilles. Pourquoi avez-vous besoin de voir ma lumière demande-t-elle. Aurélien ne répond pas immédiatement. Il regarde ses mains, les ouvre, les referme. Parce que tant qu'elle était allumée, je savais que vous étiez là. Je suis là, oui, mais je ne le savais pas. Eleanor St. S.A. Gorge S.E. New Year. Elle comprend soudain l'ampleur de ce qu'elle a fait en éteignant cette bougie. Elle a retiré la seule preuve qu'il avait qu'elle existait encore. Le froid la fait frissonner. Aurélien ôte son manteau, le pose sur le banc entre eux. Pas sur ses épaules, pas un geste galant. Juste le tissu dans l'espace qui les sépare. Éléonore le tire sur elle. I'll send la terra. La nuit. Et lui, il reste assis dans le silence jusqu'à ce que l'aube commence à blanchir le ciel. Madame Dorval revient. Cette fois, Éléonore est prête. Vous savez quelque chose, dit-elle avant que la veuve ait le temps de s'asseoir. Madame Dorval pose Sunchail. La regarde avec un mélange de tristesse et d'approbation. Je sais que ton père jouait. Je sais qu'il avait des dettes. Je sais qu'il a acheté du laudanum 3 jours avant sa mort. Éléonore sent ses jambes faiblir. Elle s'assoit. Comment le savez-vous? Parce qu'il me l'a dit. Pas tout, mais assez. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Madame Dorval Essesoit en face DL. Prends ses mains. Parce que je ne savais pas si tu voulais savoir. Parce que parfois, l'ignorance est une forme de protection. Ce n'est pas de la protection, c'est de la lâcheté. Oui, peut-être, Madame Dorval Sarah SES Mains plus Fort. Mais je te dis cela maintenant parce que je vois que tu cherches. Et je préfère que tu trouves la vérité par moi plutôt que par les commérages du village. Éléonore retire ses mains, se lève, marche jusqu'à la fenêtre. Mon père s'est tué. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Dite avec la voix d'une femme qui sait depuis des semaines et qui attendait que quelqu'un ait le courage de ne pas nier. Madame Dorval ne répond pas immédiatement. Je ne sais pas, dit-elle enfin. Mais je le soupçonne. Éléonore ferme les yeux. Saint Les Larmes Monter. Mais elle ne tombe pas. Elle a passé 8 mois à construire une digue. Elle ne va pas la briser maintenant. Qui d'autre le sait? Personne, sauf peut-être le duc. Madame Dorval hoche la tête. Il était là le matin de la mort de ton père. Avant le médecin, Éléonore se retourne. Comment le savez-vous? Parce que le palefrenier de Valcourt l'a dit à ma cuisinière, et ma cuisinière me dit tout. Éléonore sent une vague de compréhension la traverser, pas de la colère, de la clarté. Aurélien était là, il a vu, il a su, et il a gardé le silence pour la protéger. Le dîner chez les voisins se termine. Les voitures attendent. Éléonore voit Aurélien monter dans la sienne. Elle s'approche avant qu'il ne parte. Je dois vous parler. I'll descend. La regarde avec une expression qu'elle ne parvient pas à déchiffrer. Quand? Ce soir, dans le jardin, il hésite, puis hoche la tête. À quelle heure? À l'heure où vous venez d'habitude. Il ne nie pas, ne demande pas de quoi elle parle. Il sait qu'elle sait. J'y serai, dit-il. Le crépuscule tombe. Éléonore est déjà dans le jardin quand Aurélien arrive. Elle se tient au milieu du sentier, exactement à l'endroit où l'herbe est la plus marquée. Il s'arrête à quelques mètres, la regarde. Pour la première fois en 8 mois, il ne regarde pas la fenêtre. Il la regarde elle, de face, sans verre entre eux. Depuis combien de temps? Demande-t-elle. Le premier soir après l'enterrement. Pourquoi? Parce que tant que votre lumière était allumée, je savais que vous étiez là. Ce n'est pas ce que je vous demande. Silence. Les grillons. Le parfum des roses qui commence à s'ouvrir dans la pénombre. Je vous demande pourquoi vous ne pouviez pas frapper à ma porte. Aurélien ferme les yeux. Et elle voit sur son visage ce qu'elle a vu au dîner quand elle a prononcé le mot laudanum. La même pâleur, le même homme qui porte quelque chose de trop lourd depuis trop longtemps, parce que chaque mot que je vous aurais dit aurait reposé sur quelque chose que je ne peux pas vous dire. Éléonore avance d'un pas. Mon père, ce n'est pas une question, c'est une confirmation, dite avec la voix d'une femme qui sait depuis des semaines et qui attendait que quelqu'un ait le courage de ne pas nier. Oui, il ne s'est pas éteint paisiblement. Non, Éléonore ferme les yeux. Pas de surprise. De la reconnaissance, la confirmation d'un doute qui vivait en elle depuis les derniers mois de Gaspard, depuis ses mains tremblantes et ses yeux fuyants, depuis la nuit où elle l'a entendu marcher dans le couloir à 3 heures du matin et n'a pas ouvert sa porte. Je le savais, dit-elle, pas les détails, mais je savais que quelque chose n'allait pas, et je n'ai pas demandé. Elle ouvre les yeux, regarde Aurélien. Vous avez gardé le silence pour me protéger, et moi j'ai gardé le silence par lâcheté. Nous avons fait la même chose, Aurélien. Sauf que vous avez payé chaque nuit pendant 8 mois. Aurélien fait un pas vers elle, s'arrête, comme un homme qui a oublié comment franchir une distance. Je ne veux pas savoir les détails, dit Éléonore, pas ce soir. Ce soir je veux savoir une seule chose. Laquelle? La lumière que vous regardiez.
C'était la bougie ou c'était moi. Silence. Le crépuscule passe à la nuit. Les premières étoiles apparaissent. Et il dit la phrase que 240 nuits ont construite. C'était vous. Ça a toujours été vous. Éléonore sent un nœud se défaire en elle. Pas de la douleur. De la libération. Elle ouvre la main dans l'espace entre eux. Paume vers Lucille. Aurélien regarde cette main, puis son visage, et pose sa main dans la sienne. Le geste ne dit pas « je t'aime ». Il dit « je suis là », de ce côté du verre, pour la première fois. Éléonore tire doucement. Il avance. Elle lève les yeux, le regarde, non pas comme l'homme qui a menti, non pas comme le gardien silencieux, mais comme l'homme qui a marché 240 nuits jusqu'à sa fenêtre sans frapper. Elle pose les lèvres sur les siennes, lentement, avec la douceur de quelqu'un qui ouvre une porte qu'elle sait être là depuis longtemps. Il répond. Ses mains trouvent son visage, ses doigts tremblent, comme un homme qui a attendu trop longtemps pour toucher ce qu'il croyait intouchable. Il reste ainsi dans le jardin, entouré par le parfum des roses nocturnes qui s'ouvrent dans l'obscurité. Et pour la première fois en 8 mois, aucun d'eux ne regarde la fenêtre. Le printemps arrive. Les rosiers bourgeonnent. L'herbe reverted. Le sentier qui était une trace de solitude est maintenant bordé de lavandes qu'Éléonore a plantées en mars. Le mur mitoyen a une porte neuve en chêne. Elle ne ferme jamais à clé. Aurélien la traverse chaque jour, plus à l'heure où les ombres tombent. À midi, au crépuscule, à l'aube, sur le rebord de la fenêtre d'Éléonore, celle qu'il regardait pendant 240 nuits, un bougeoir brûle chaque soir, visible de l'extérieur. Mais le duc n'est plus dans le jardin à lever les yeux. Il est à l'intérieur, à côté de la lumière qu'il regardait de loin, et le rosier de nuit s'ouvre dans le silence de 2 personnes qui n'ont plus besoin de verre entre elles. Éléonore ne saura jamais tous les détails de la mort de son père. Aurélien lui a dit l'essentiel. Le laudanum, la lettre qu'il a détruite, la décision prise en quelques minutes pour protéger une réputation, pour protéger un enterrement, pour protéger une fille qui venait de perdre son père et qui ne méritait pas de perdre aussi son nom. Elle lui a pardonné, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'elle n'a pas fait, pour les questions qu'elle n'a pas posées quand Gaspard vivait encore, pour le silence qu'elle a choisi par peur de la réponse. Ils portent cette vérité ensemble maintenant. Elle n'est plus un mur entre eux. Elle est un fondement, quelque chose de dur et de vrai sur lequel construire. Un soir de mai, Éléonore est assise près de la fenêtre, lit à la lumière de la bougie. Aurélien entre dans la chambre, s'assoit à côté d'elle, pose la tête contre son épaule. « Vous ne regardez plus par la fenêtre, dit-elle. »« Non. » »« Pourquoi ?» Il lève les yeux vers elle, sourit. Un sourire fatigué mais vrai. « Parce que je n'ai plus besoin de vérifier que vous êtes là. » Éléonore ferme son livre, pose la main sur sa joue, sent la chaleur de sa peau, la réalité de son corps. « Je suis là, dit-elle. Et vous aussi. I'll embrace sa palm. » Ferme les yeux. Oui, dehors le vent secoue les rosiers. Les pétales tombent sur le sentier bordé de lavande. Et la lumière de la bougie brûle dans la fenêtre, non plus comme un signal involontaire, mais comme une promesse tenue.